Charles fait partie des gens sans lesquels je ne serais pas arrivée au cinéma. Charles est un homme multidimensionnel. C'était un monsieur très ouvert qui comprenait la production africaine comme un problème pour chacun. La création doit être un acte libre. Je pense qu'il faudrait que chacun soit suffisamment responsable. Si on peut parler actuellement du cinéma gabonais, c'est l'œuvre de Charles Mensah, le cinéma gabonais contemporain. Charles, c'est que si tu n'étais pas venu au Sénat-ci, tu sais, je ne pense pas que nous aurions encore existé comme nous existons maintenant. Et je te le dis sincèrement. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a qu'avec toi que j'avais un discours sur le problème du cinéma, la réalisation, les ambiances de la créativité. Il n'y a qu'avec toi. Il est un des premiers à avoir compris que notre cinéma n'existe pas sans structure, sans colonne vertébrale. Ça, c'est quelque chose dont on a souvent parlé, auquel il a réfléchi longtemps. Et c'est vrai qu'il décide, lui, de s'occuper de créer cette structure. Et j'avoue que si Charles n'était pas venu au Sénat-ci, eh bien, je crois que nous n'en serions pas là. Et effectivement, Charles, ce n'est pas parce que tu es là, face à moi, il faut que je te dise la vérité sur ce que j'ai toujours pensé. Et que le Centre national du cinéma recommence à prendre vie grâce à toi. Et si le Centre national du cinéma est vivant, c'est que moi aussi, je suis vivant. Et ça, je te remercie infiniment. Sincèrement, moi, je suis touché par ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit moi ou les plus jeunes, forcément, nous ne pouvons que être éternellement reconnaissants. Parce que d'abord, c'est toi qui as ouvert la voie. Je crois que si nous avons choisi ce métier, c'est parce que quelque part, certains n'étaient peut-être pas nés, donc ils ne savent pas pourquoi, après, derrière, ils ont été attirés par ça. Mais nous qui étions à Libreville, qui étions encore au lycée, dans des collèges, et que tu as débarqué ici donc, au début des années 60 pour faire La Cage. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, d'abord, non seulement ce film nous a émerveillés, mais également, il n'y avait pas que l'écran. Il y avait le Philippe Mouret qui sortait de l'écran et qui habitait Libreville, hein, de tout son panache. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est clair que ça a suscité auprès de certains d'entre nous des vocations. On s'est dit, tiens, ouais, pourquoi pas, moi aussi j'aimerais. Ceux qui ont voulu être acteurs, certains l'ont fait. Je pense à quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui, à quelqu'un comme Daniel Odimboussoukou, hein, voilà, Rosira. Donc voilà, d'autres comme moi ont préféré être derrière la caméra. Et je crois que bon, ben, tu as ouvert la piste. Déjà, donc susciter en nous cette envie de faire du cinéma, soit comme comédien, soit comme technicien. Et puis, j'avoue que je suis aujourd'hui quelqu'un d'heureux parce que je vis de quelque chose que j'ai choisi et que j'ai aimé parce que quelqu'un me l'a fait découvrir et cette personne, c'est toi. Tu as apporté, toi, les premières bûches pour allumer le feu. Et moi, j'essaie d'entretenir la flamme. Voilà. Maintenant, je crois qu'une troisième génération va peut-être également faire en sorte à ce que ce feu devienne un vrai feu d'artifice. Oui. Voilà, donc il faut garder espoir. D'accord, Charles, d'accord, Charles, d'accord, Charles. D'accord.
D'accord, Charles, je garde espoir. Je pense que pour comprendre Charles Mensah, il faut revenir à ses origines, à ce qu'il est profondément. Parce qu'il ne faut pas oublier que du côté de son père, il est de la famille royale de Agbo Drafo, la partie Mina de sa famille. Agbo Drafo que les Blancs portugais ont appelé Porto Seguro. Et du côté de sa mère, il est descendant donc d'une des plus prestigieuses aristocraties évées. C'est important de revenir à ça parce que ça, c'est une éducation. Ces anciennes familles, en tout cas à l'ouest, au Sahel comme dans le golfe de Guinée, ont gardé toutes leurs traditions séculaires en tout et surtout dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui au Gabon, on fait des films. Nous aurions aimé en faire plus, en faire de qualité extraordinaire. Mais une chose est certaine, dans la sous-région, nous sommes encore les seuls où quasiment tous les ans, il y a des choses qui se font. Qu'il s'agisse pour le grand écran, le petit écran, ou toute autre forme d'écran. Aujourd'hui, on parle même des 4 écrans. Donc, mais si on fait ça, c'est parce que, quelque part, nous avons la chance d'avoir une structure qui encadre les projets. Et cette structure, c'est le Centre national du cinéma. C'est le CNACI. Et c'est toi qui as eu l'initiative du CNACI. Mais oui. Charles est un homme multidimensionnel. Il a plusieurs possibilités dans ce métier-là. Et le fait qu'il ait été dans la production télévisuelle, dans la production je dis clip parce que ça s'appelle clip maintenant aujourd'hui, de la publicité, lui a permis d'avoir une maîtrise complète de la chaîne de fabrication du produit cinématographique. Et le fait qu'il soit nommé après d'autres personnes à la tête de la CNACI a donné non seulement un fouet à la cinématographie gabonaise, mais surtout à l'ensemble de la cinématographie de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est très important parce que il a d'abord structuré, et c'est ça c'est très important, il a d'abord structuré le CNACI. Il y a eu beaucoup de sociétés de production dans les pays africains. Bon, l'État met les moyens, mais les responsables n'ont pas le temps de structurer, ils viennent tout de suite, ils commencent la production. Or, Charles a quand même mis des textes de production, des textes de coproduction, ce qui lui a permis, au fur et à mesure, d'asseoir une vraie structure de production qui lui permet aujourd'hui de pouvoir travailler. Vous avez un projet de série, de long métrage, peu importe quelle que soit la forme de film que vous voulez faire, vous arrivez au Gabon, vous avez une structure d'accueil. Et ça, c'est très important. Et c'est une visibilité de la démarche du cinéma gabonais, en général, et de la méthodologie de Charles. Ça, c'est important, ça. Oui, disons qu'il y a une structure qui existait, qui était le centre, mais cette structure avait besoin justement de mise en place dans, on va dire,
d'un environnement réglementaire pour pouvoir fonctionner, mais tout ça, c'est ce qu'on peut appeler du travail underground, que le public ne voit pas. Et ce même public, effectivement, avait besoin qu'il y ait de la production d'images. Et il faudrait dire que ça faisait effectivement quelques années que nous étions en rupture avec la production, justement parce que, pour diverses raisons. Et je me suis dit que la seule façon de repartir était justement de relancer la production. Mais comme nous n'avions pas beaucoup de moyens, mais qu'également, en regardant autour de moi, je m'étais rendu compte que jusque-là, les cinéastes africains produisaient du long métrage qui, comme vous savez, prenait du temps entre la genèse du sujet, de l'idée de film, son traitement, la mise en production. Parfois, ça prenait 3 à 5 ans, et pendant ce temps-là, on ne faisait pas grand-chose, mais qu'également, il y avait un grand déficit, justement, au niveau de notre présence sur les écrans. Et que dans le même temps, j'avais remarqué qu'il y avait une sorte d'engouement très prononcé de notre public vers de la fiction légère pour la télévision. Et en l'occurrence, c'était soit les séries américaines et plus près de nous encore, les telenovelas sud-américaines. Et à ce moment, je me suis dit, bon, ben, ce sera peut-être par ce biais qu'on va relancer la production, parce que ça ne demandait pas une mobilisation de gros moyens. Et donc, très vite, j'ai mis en place une équipe d'écriture, et nous avons produit ce qui allait devenir par la suite un gros succès sur le plan national et même à l'extérieur, une série de télé donc de je crois 13 fois 26 minutes, et qui était d'ailleurs à l'époque la toute première série télévisée d'Afrique francophone. Et partant de là, vu le succès remporté par cette série, très vite, nous avons recrédibilisé la structure, et quand nous exposions nos besoins, nos doléances au niveau des pouvoirs publics, ils étaient plus enclins à nous écouter que naguère, et cela a ouvert la porte à d'autres productions qui ont suivi derrière, donc d'autres séries télé, des documentaires et bien sûr des longs métrages. Le Centre national du cinéma du Gabon était pratiquement le centre national de l'Afrique centrale, parce que au niveau de l'Afrique centrale, il y a assez peu de structures cinématographiques solides. Finalement, il n'y avait que la CNACI, parce que quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez différents modèles possibles, du Sénégal au Burkina, du Burkina au Mali, vous allez vers l'Afrique du Nord encore plus. Mais quand vous allez à l'Afrique centrale, il n'y avait que le Gabon qui avait vraiment ce centre national du cinéma, à partir duquel toute une politique cinématographique s'est établie et des réalisateurs ont pu se révéler au public africain. Donc il a eu vraiment cette générosité d'ouvrir cet instrument aux autres qui n'étaient pas gabonais, aussi bien au niveau de la zone Afrique centrale, et en ont profité des gens comme Bassek Bakobio avec Le Grand Blanc de Lambaréné, d'ailleurs tourné au Gabon, des gens comme Baloufou Bakupa Baninda avec le film Le Damier, mais aussi des gens comme moi avec mon film Entre la coupe et l'élection sur les anciens footballeurs léopards qui ont été en Coupe du Monde en 1974. Il m'a vraiment énormément soutenu, m'a vraiment permis de finaliser ce film. J'avais des soucis de fin de production. Et quand vous allez vers l'Afrique de l'Ouest également, une série de personnes ont pu compter sur ses bons offices. C'était un monsieur très ouvert qui comprenait la production africaine comme un problème pour chacun, et pas juste un problème dans les limites nationales qui très souvent font que, bon, nous avons les soucis que nous avons, c'est-à-dire c'est un peu le chacun pour soi. La formation académique, je ne sais pas si c'est un raccourci, mais c'est également l'une des voies de la formation.
d'accord? Par la formation académique, il y a, comme vous le dites, il y a un cursus, il y a un programme pédagogique qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments, bon, mais qui permet effectivement aux gens qui ont eu cette formation d'être, on va dire, des experts en termes, s'ils ont choisi par exemple la partie création, d'analyse de films, des références, ce genre de choses. Mais on peut parfaitement devenir un bon cinéaste, un excellent cinéaste sans avoir été dans une école de cinéma, mais en aimant le cinéma. En l'apprenant, en regardant des films dans les cinémathèques, en voyant ce que les maîtres font, mais également en ayant l'humilité de l'apprendre sur le tas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a aimé, une fois qu'on essaie de comprendre les mécanismes, la manière de procéder des maîtres, mais de l'apprendre sur le tas en étant stagiaire, assistant et voir comment ça fonctionne, parce qu'une chose est d'avoir des choses à dire, d'apprendre comment le dire, parce que le cinéma également est un langage qui a ses règles, qui a une syntaxe, qui a une grammaire comme l'écriture. Mais également une autre est de pouvoir justement, même si justement à travers l'analyse personnelle qu'on peut faire des films, en fréquentant les ciné-clubs, les cinémathèques, mais une autre est d'être sur le terrain avec une équipe de 30, 50 personnes à gérer, des comédiens à diriger, et là intervient effectivement l'autre notion qui est celle justement de l'apprentissage, comme n'importe quel métier. À ce moment-là, on peut effectivement devenir un très bon cinéaste si on a des choses à dire, si on a un regard et si on a l'humilité de l'apprendre au contact de ceux qui sont devant vous. Je crois que très vite, j'ai aimé le cinéma, très jeune, je regardais les films dans les salles, à la cinémathèque. Et pour moi, de façon tout à fait naturelle, après avoir fait mes études secondaires, je me suis orienté vers une carrière cinématographique en apprenant le cinéma à l'école en France et en Italie. Et puis après, je suis rentré dans mon pays d'exercer. Donc c'était, je ne sais pas si c'était, on va dire que j'ai trouvé ma vocation là-dedans, mais comme j'aurais pu faire un autre métier. J'avoue que j'aime tout ce qui a trait à la culture et à la communication. Charles est venu il a une formation ici en France, hein, mais il a surtout beaucoup travaillé pour la télévision gabonaise. Mais surtout, Charles a travaillé pour la publicité. Et ça, c'est important, ça. Et au début, il ne s'est pas lancé directement dans le cinéma. Donc le fait d'avoir travaillé énormément à la télévision et puis dans des boîtes de production pour la publicité, a fait un cas assez particulier dans le cinéma gabonais. Et c'est petit à petit qu'il est rentré dans la réalisation des films à travers 1 ou 2 courts-métrages, je n'ai plus les noms en tête, mais surtout, il a fait 2 longs-métrages et 1 moyen-métrage en co-réalisation au Bali avec Pierre Marindong. Ma carrière en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, n'est pas à tourner court assez rapidement, parce que moi, à l'âge de 30 ans, j'avais déjà réalisé 3 longs métrages qui ont été présentés au FESPACO, soit en co-réalisation, soit tout seul. Ce sont des films comme Au Bali, Ayuma Ilombe, mais cela remonte à quasiment la fin des années 70. Depuis, j'ai accepté des responsabilités dans mon pays au niveau justement de l'administration qui m'ont éloigné de l'acte de création en tant que réalisateur. En tant que directeur donc, du Centre du cinéma du Gabon, j'avais pour mission d'organiser le cinéma et justement d'amener les autres à produire. À partir de ce moment, je me suis positionné comme producteur. Être directeur du Centre national du cinéma gabonais, c'est en même temps être producteur des films gabonais. C'est le même travail, ça va ensemble. Miatangi, 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 omekuwa poro. Miabuti, 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 omekuwa poro. Kumbakei, kuwa wajasi. Kumbakei.
pogui. Miatangi, miatangi, miatangi. Aujourd'hui, notre environnement, il est caractérisé par la disparition des salles de cinéma, par les nouveaux outils de production que nous apporte la nouvelle technologie, en l'occurrence le numérique, mais également en termes d'une relation à la production, d'une relation à l'œuvre, au film, qui a changé par son mode de consommation. Jusque-là, pour voir un film, il fallait aller dans les salles. Or, ces salles n'existent plus. Aujourd'hui, on voit des films via des supports nouveaux, donc le DVD, via Internet, par le système de vidéo à la demande, et demain, très proche au niveau justement des écrans, des petits terminaux de téléphone mobile. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait effectivement prendre en compte cela d'un côté, d'autre part également les moyens de production en termes de ressources financières dont nous disposons, et comme vous l'avez dit, s'amenuisant. Donc je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de repenser et de redéfinir l'économie de notre cinéma, et partant de là, de repenser les méthodes de production. Certes, il faut préserver les exigences de qualité, hein, tant au niveau formel qu'au niveau du fond, mais il faudrait que nous apprenions justement à travailler avec des moyens plus réduits et en utilisant au mieux les nouvelles technologies. Si d'aucuns ont des moyens de tourner en 35, c'est formidable de le faire, mais je trouve tout simplement idiot d'attendre de n'avoir qu'un budget de 35 pour faire un film. Si on peut, avec la moitié du coût, le tiers du coût, pour ceux qui sont encore plus malins, faire des films, il faut y aller, il faut le faire. Donc je pense qu'effectivement, ces nouveaux outils peuvent effectivement représenter un salut pour nous si nous savons nous en approprier et en faire bon usage. Donc voilà, c'est pour ça que justement j'ai choisi un genre que nous pouvons aborder sans gros moyens, hein, et effectivement, mais qui également répondait aux attentes du public à ce moment-là. Donc ça nous a permis donc, de nous équiper rapidement, de tourner en vidéo, alors que jusque-là, le cinéma ne se concevait qu'en termes argentiques, 16 mm ou 35 mm. Donc on a tout de suite, nous sommes appropriés cette nouvelle technologie à l'époque et avoir fait le choix d'un type de production, donc la fiction télé, qui pouvait avoir rapidement un impact sur le public et les pouvoirs publics. Pendant longtemps, le Gabon a été un peu le pays phare du cinéma africain. Je parlais à l'époque de feu Pierre-Marie Dong, de Philippe Maury, etc. Le cinéma gabonais était un cinéma très florissant. Et ensuite, il y a eu un creux pendant longtemps. Et il me semble que c'est Charles qui a remis le cinéma gabonais à l'honneur, avec notamment des séries comme L'Auberge du Salut, où il a pu faire travailler, disons, toute la profession du cinéma gabonais, les caméramens, les techniciens, les réalisateurs, etc., ont tous mis leurs efforts en commun pour réaliser cette série qui a été très populaire au Gabon. Ensuite, il y a eu toute la période où il a pu réaliser, non, du moins produire les films des autres cinéastes gabonais. Je parle le film Les couilles de l'éléphant de Henri-Joseph Koumba. Je veux parler de deux derniers films de Imunga Ivanga, qui avait reçu un prix, le Grand Prix au Festival de Carthage. Donc il y a eu un renouveau du cinéma gabonais que nous devons à Charles Mensah, parce que c'est lui qui a pris tout le travail en amont
y compris le scénario, superviser l'écriture du scénario. Bon, c'est des choses qu'on a un peu suivies de loin, mais qu'on avait quand même suivies jusqu'au tirage de la copie finale. C'est vraiment un travail de producteur qu'il a fait pour le cinéma gabonais. Et donc, je crois que si on peut parler actuellement du cinéma gabonais, c'est l'œuvre de Charles Mensah, le cinéma gabonais contemporain. Là, nous sommes effectivement en train de faire tout un travail de fond, parce que notre vrai problème est que nous n'avons pas suffisamment anticipé justement l'arrivée et le bouleversement qu'allaient entraîner les nouvelles technologies dans notre secteur. Le satellite qui nous a apporté et qui a fait une offre d'image beaucoup plus grande que naguère, et partant de là également ces nouvelles technologies qui ont favorisé et facilité le piratage. Bon, et toutes ces choses aujourd'hui nous posent problème et donc ont entraîné justement la situation que nous connaissons. Donc ce que nous essayons de faire au niveau de la FEPACI, c'est justement de reprendre le problème au niveau de la base, en d'autres termes, de nous prémunir contre justement un certain nombre d'éléments. Déjà lutter contre le piratage par la mise en place de véritables politiques nationales en matière du cinéma et de l'audiovisuel, donc ce qui permettrait déjà de régler le problème enfin tant soit peu du piratage, également à travers ces politiques que nous voulons faire mettre en place ça et là, en utilisant justement le lobbying de l'Union africaine avec qui nous sommes en négociation pour la mise en place de la Commission africaine du cinéma et de l'audiovisuel pour justement amener les États à mettre en place des mécanismes de soutien à la production, également à l'exploitation, à mettre en place également des quotas de diffusion pour qu'au niveau de la télévision, les films africains puissent être mieux diffusés, mieux exposés, mais également nous essayons, nous sommes sur l'étude sur la possibilité de voir comment remettre en place un réseau de salles. Si on pouvait par exemple, ne serait-ce que dans chaque capitale africaine, avoir une salle appartenant à un réseau, ce qui fait que chaque film africain qui sortirait puisse sortir le même jour dans toutes ces salles, je pense que là déjà ce sera quelque chose de formidable. Parce que même si aujourd'hui la relation donc, de consommation du public à l'œuvre, au film, a changé, passe par d'autres supports, mais je pense que la salle ne disparaîtra pas parce que c'est le lieu de l'événement. Qui permettra après justement d'ouvrir de second marché. Donc il faut créer l'événement pour qu'il y ait derrière un buzz comme on dit aujourd'hui, pour permettre justement de vendre nos films sous d'autres supports et autres produits dérivés. Parce que c'est la seule façon de pouvoir continuer de produire. Je crois qu'il faudrait mutualiser nos moyens, nos capacités et si ce n'est dans un cadre continental, mais essayons déjà au niveau sous-régional de mettre en commun nos moyens pour déjà réussir à maintenir un volume de production satisfaisant, mais également à partir du moment où nous mettons nos moyens en commun, ça nous permettra également d'avoir des marchés plus ouverts. C'est-à-dire que si moi je suis au Gabon avec une population d'1,5 million d'habitants, si je suis dans une production au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale tout de suite et que j'ai des partenaires ça et là et qu'au niveau même de la conception de notre œuvre, nous prenons en compte justement cette dimension sous-régionale, tout de suite je me donne une possibilité d'exploitation sur un marché beaucoup plus large. J'en veux pour preuve un pays comme le Nigeria aujourd'hui, qui, fort de ses 120 millions d'habitants, fait un type de cinéma. On peut en juger ou discuter de la qualité, mais une chose est certaine, ils sont entrés on va dire, dans un système purement industriel où on crée des richesses, on crée de l'emploi. Aujourd'hui, on tourne pas moins de 1000 à 1500 films par an.
au Nigeria, et Nollywood, comme on l'appelle, je veux dire que a créé près de 40 000 emplois. Donc c'est évident qu'à partir de ce moment-là, ça donne à réfléchir. Certes, nous, dans nos micro-États tels que nous sommes, cela peut être difficile, mais si on conçoit la chose en termes sous-régionaux, on peut parfaitement atteindre les mêmes objectifs. La création doit être un acte libre. Mais je pense qu'il faudrait que chacun soit suffisamment responsable pour faire un cinéma qui est, on va dire, en adéquation avec sa sensibilité, avec les préoccupations qui sont les siens, mais en même temps, si cette personne considère que le cinéma, hélas pour le faire, est un mode d'expression qui demande beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas comme ça le jeter par la fenêtre, il faudrait que le film le fait puisse trouver son public et qu'il y ait un minimum de retour d'investissement. C'est ça que je prends par responsabilité. Voilà, mais il n'y a pas du tout une orientation à donner. L'orientation que moi j'aurais à donner à titre personnel, et encore, c'est tout simplement dire de faire les meilleurs films possibles, quel que soit le genre que l'on choisit. Bon, mais également peut-être savoir que plus forts nous serons à l'extérieur, mieux nous serons considérés si justement sur place nous avons trouvé notre public sur place. En d'autres termes, faisons des films en pensant à notre public d'abord et non pas en essayant de faire plaisir à des festivals ou à des bailleurs de fonds à l'extérieur. C'est tout. Mais en dehors de ça, on fait ce qu'on a envie de faire. Charles est un artiste et on le voit sur lui. Et c'est quelqu'un qui a, d'abord, qui a le sens de la beauté, qui a le sens du beau, qui a du raffinement. Je pense qu'il aurait apporté beaucoup de beauté à notre cinéma. Et au Bali, il n'y a qu'à voir au Bali. C'est un très beau film. Je pense que si du côté de la FEPACI ou du côté de la réalisation, il y a des failles d'ailleurs, je suis convaincu que le directeur général de la CNACI fait son travail correctement. Il le fait correctement, il s'intéresse à ce qu'il fait. La preuve en est que le cinéma gabonais se développe. C'est l'une des rares cinématographies en Afrique centrale qui travaille pratiquement 12 mois sur 12. S'il n'y a pas de séries en route, il y a des documentaires qui sont en route, où il y a des projets sur lesquels les gens travaillent. Et le directeur général qu'il est toujours là pour assurer la direction de la production. Ça, c'est indéniable, le résultat, on le voit, il est là. Le projet de la FEPACI qu'il a repris avec Sepati, c'était de lancer un fonds de la production africaine, quand même sur base, sous le parrainage de l'Union africaine. Or, on connaît l'Union africaine, c'est assez compliqué à faire, mais pourtant, il s'y est acharné depuis 2006, quand on lui a confié cette tâche-là. Donc, ça fait pratiquement 5 ans qu'il s'est acharné là-dessus. Mais au niveau du soutien qu'on aurait pu lui manifester, moi, je n'ai pas vu grand-chose. C'était plutôt, oui, qu'est-ce qui se trafique, la FEPACI, on détourne de l'argent. Enfin, c'est un peu des chansons qu'on entend depuis que la FEPACI existe. Gaston était au siège qu'occupe aujourd'hui Madame Sepati Boulan, qui est la notre secrétaire générale de la FEPACI. J'en profite vraiment pour vous présenter le nouveau bureau de la FEPACI, dont quelques membres sont là. C'est le président, donc, Charles Mensa, Madame Sepati Boulan d'Afrique du Sud, qui est notre secrétaire général, des secrétaires régionaux. Moi, je représente l'Europe, donc, pour développer toutes les stratégies européennes pour qu'on puisse aller de l'avant. Notre représentant, Madou Chikwandou, qui va venir ici aussi. Ensuite, notre représentant de l'Afrique du Nord, Liazi Kodja, qui est un réalisateur, qui va être aussi là. Donc, on va demander à nos lauréats de venir, ce n'est même pas nos lauréats, mais des gens qu'on a reconnus, pour qu'ils viennent avec nous. Et Gaston, s'il te plaît,
pour avoir la photo de famille. C'est vrai qu'au niveau de la fédération, ça en pâlit bien sûr, mais je ne pense pas aujourd'hui que le rôle d'un président d'une fédération comme la nôtre soit aussi important. Parce que les nouveaux textes qu'ils ont adoptés donnent beaucoup plus de pouvoir au secrétaire général, qui aurait dû, je dis bien qui aurait dû, parce que ce n'est pas le cas, qui aurait dû donner une nouvelle impulsion, une nouvelle force à la fédération. Ce n'est pas le cas. Au moment où nos aînés, donc les pionniers du cinéma africain, l'ont créé, les enjeux étaient très politiques. Donc il fallait libérer le continent. C'était un cinéma militant qui avait été fait. Mais après, toute l'Afrique, quasiment, en tout cas sur le plan politique, est devenue indépendante. Il n'y avait plus de colonies en tant que telles. Donc, mais également une autre génération de cinéastes est arrivée qui probablement se positionnait en termes de cinéastes tout court, d'artistes qui avaient besoin de créer pour exprimer les préoccupations qui étaient les leurs, qui rejoignaient en cela un discours plus ou moins universel. Et peut-être que la FEPACI n'a pas pu faire sa mue et n'a pas pu répondre aux attentes justement de cette nouvelle génération de cinéastes. Bon, aujourd'hui, effectivement que nous prenons cela en compte et que nous rendons compte qu'il y a une demande parce que nous avons besoin qu'il y ait une interface et la FEPACI joue ce rôle. Pendant la rencontre que nous avons eue avec le délégué général du festival, M. Jacob, donc quelque part, on a fait comprendre que ce serait bien que nous soyons à Cannes avec plus de films africains, mais ayant la meilleure exposition possible et non pas dans des sections parallèles et qui ne nous donnent pas, qui ne nous permettent pas de bénéficier de cette formidable vitrine qui est Cannes. Certaines personnes justement de ces médias ont vu certains films et ne comprennent pas que ces films ne soient pas dans des sections beaucoup plus officielles. Et je crois que justement ce sera un peu ça aussi notre travail, donc d'être un groupe de pression auprès justement des grands festivals pour que nous ayons la place que nous pensons mériter. Voilà. Donc nous déplorons effectivement qu'il n'y ait pas eu de film africain en sélection officielle cette année, notamment dans la section compétitive. Mais voilà, c'est un fait, nous prenons acte, mais justement, et ça fait déjà quelque temps qu'on en parle, et je pense que ça aussi ce sera l'une de nos pistes d'action. Bon, maintenant, cela dit, si nous y sommes, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous oublie, mais également, nous pensons avant tout que notre préoccupation première est de faire en sorte à ce qu'il y ait le maximum de films, mais que ces films soient vus et soient diffusés sur le continent. Il a tout un bureau d'abord avec lui, parce que je crois que, si j'ai bien suivi, nos amis sud-africains ont décidé de l'épauler et ont décidé de mettre des moyens. Donc, si les moyens sont là, ça ne doit pas être un travail, disons, harassant de devoir gérer la FEPACI. Parce qu'il a il y a tous les secrétaires régionaux, et ensuite il y a tout le bureau qui est à Johannesburg. Donc je crois que ça devrait pouvoir marcher. Et finalement, souvent, là où les gens se rencontrent, c'est dans les festivals. Nous allons tous dans des festivals. Alors, tant qu'à faire, si pendant un festival, il y a une réunion de la FEPACI, bon, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tout ça se tient et que tout ça forme un tout et que ce n'est pas une dispersion d'efforts parce que c'est les mêmes personnes qui se retrouvent au même endroit assez souvent et c'est le même travail. À mon avis, il y a une continuité dans le travail de Charles Mensah, à la fois au Sénassi, à la fois producteur, à la fois secrétaire général de la FEPACI. L'un des objectifs que nous nous sommes donnés au niveau de la FEPACI est de faire en sorte à ce que, justement, à travers les politiques et les stratégies que nous voulons mettre en place, faire en sorte à ce que le cinéma et l'audiovisuel en général sur le continent puissent également être un acteur
significatif dans la lutte contre la pauvreté et la création de la richesse. Ça, c'est clair que c'est un objectif que nous nous sommes donné et nous pensons qu'on peut y arriver. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un environnement réglementaire et législatif qui puisse justement favoriser cela. Évidemment, ces qualités d'encadreur qu'il a déjà manifestées au sein du Centre national du cinéma gabonais, donc ces qualités d'encadreur vont certainement être utiles dans son travail au sein de la FEPACI, parce que, bon, il a déjà l'habitude d'organiser des choses, etc. Et puis lui-même n'a pas depuis longtemps la prétention d'être réalisateur, ou n'a plus. Je peux même dire que pour lui personnellement, c'est un peu dommage parce qu'il a quand même passé plus son temps à organiser pour les autres qu'à travailler pour lui-même. Je crois que Charles a commencé à faire des films comme réalisateur longtemps avant que je ne commence. Et donc je me rends compte qu'il a consacré plus son temps aux autres réalisateurs qu'à ses propres films. Donc, mais je crois que ce sont des qualités qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc, cette façon de pouvoir encadrer les gens et d'être très correct enfin, comme organisateur, quoi. Bon, donc, je pense que ce sont des qualités qui sont utiles pour notre organisation de cinéastes africains. Jusque-là, les fonds qui soutenaient la production cinématographique audiovisuelle du Sud, qu'il s'agisse du fonds de la francophonie, du fonds du ministère français des Affaires étrangères ou de l'Union européenne, plus ça va, plus les sources se tarissent, on va dire. Hein. Donc, il y en a qui ont tendance à disparaître. Celles qui existent encore nous offrent moins de possibilités parce que le montant, les sommes allouées sont en diminution. Bon, aujourd'hui que nous sommes, on vit une récession internationale que nous réserve l'avenir. Bon, donc il va de soi que si on veut espérer continuer à produire, pérenniser ce qui se fait, je pense qu'il faudrait que nous nous organisons et que nous puissions compter d'abord sur nos propres forces. Nous avons bien sûr notre bonne volonté, mais nous sommes pragmatiques et nous avons élaboré un budget qui devrait nous permettre justement de remplir peu ou prou notre mission. Maintenant, il faudrait que nous puissions trouver les différents financements ça et là, mais nous y employons. Une fois qu'on a réfléchi à ça, trouver des propositions, trouver des solutions, ou plutôt des pistes de solutions, essayer de les proposer justement au pouvoir public, soit directement en passant par les associations nationales, soit des visites que nous faisons ça et là pour essayer de convaincre les uns et les autres de la nécessité d'agir dans tel ou tel sens, ou alors à travers des systèmes beaucoup plus élargis au niveau justement de notre structure régionale qui est l'Union africaine, par exemple, pour essayer de mettre en place la Commission africaine du film, le Fonds africain du cinéma. Donc c'est un peu ce travail que nous sommes en train de faire actuellement.
certain nombre de films qui ont été au FESPACO et j'ai également parallèlement pu faire des petites choses, soit des documentaires, soit des séries télé, mais je pense que j'ai suffisamment donné et comme ça me manque de réaliser, je pense que dans les toutes prochaines années, je vais revenir à la réalisation quand je me serai déchargé de mes fonctions actuelles. J'espère qu'il refera des films. J'espère qu'un jour il dira, bon allez, j'ai balisé, j'ai défriché. Maintenant, ceux qui viennent après vont continuer. Et moi, je vais refaire mes films. J'espère qu'il dira ça un jour. J'espère qu'il en fera. Moi, j'ai envie de voir des films de Charles. Effectivement, j'ai toujours pensé que Charles aurait dû prendre le temps de faire ses propres films. Enfin, j'ai toujours pensé que c'est dommage pour lui. Mais je me rappelle très bien juste la période où il avait terminé de produire les films gabonais, donc, que j'appelle le renouveau du cinéma gabonais. À ce moment-là, juste avant que le bureau de la FEPACI, avant qu'il ne recommence à travailler à la FEPACI, Charles nous avait dit qu'il voulait en fait travailler sur ses propres productions comme réalisateur. Et là, j'ai l'impression, et ça a été même dit dans un numéro de Africulture, que de nouveau, il s'est consacré à la FEPACI presque comme, ça devenait comme un travail de missionnaire, parce qu'il avait utilisé dans ce numéro d'Africulture l'expression « porteur d'eau ». Il dit, bon, ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter de l'eau. Et voilà, et c'est bon, je me suis dit que j'allais de nouveau retarder ma propre carrière perso pour aider la FEPACI et me consacrer à la FEPACI. Donc j'ai l'impression que c'est comme un sacrifice qu'il a dû faire pour accepter de nouveau un travail administratif. Bon, mais c'est dommage, mais en même temps, il fallait quelqu'un. Et je crois que s'il y a eu unanimité en ce qui concerne son choix pour la FEPACI, c'est que nous avions besoin de lui. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Maintenant, c'est pas qu'il le veut travailler autant. Je crois qu'il est sollicité. Peut-être qu'il se sent porté par une mission, c'est de nous créer une industrie du cinéma. On n'en a pas. Et tant mieux qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour le faire et on ne l'oblige pas. Mais en même temps, je crois qu'il n'a pratiquement pas le choix parce qu'on le sollicite tout le temps et son rang ne lui laisse pas le choix de nous dire non. La générosité de Charles, c'est cette capacité de se consacrer aux autres. C'est cette capacité qu'il a, que moi, je te dis honnêtement, je ne pourrais jamais le faire, de dire je vais me consacrer au cinéaste gabonais, je vais me consacrer au cinéma gabonais, maintenant je vais me consacrer au cinéma africain. Bon, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et effectivement, dans ce contexte-là, on peut parler de générosité parce qu'il faut une certaine dose d'abnégation pour qu'un cinéaste accepte qu'il ne va pas faire ses films, ses propres films, mais qu'il va d'abord organiser les choses pour les autres. Avant qu'on parle des grandes séries qu'on connaît maintenant au Burkina Faso, il y avait l'Auberge du Salut. Charles Mensa a été complètement un pionnier dans ce domaine et est-ce qu'on le lui a reconnu comme d'habitude? Pas du tout, parce que quelque part, il faut quand même le dire, il y a une sous-estimation de ce qui se passe en Afrique centrale. Je suis de l'Afrique centrale, je suis donc bien payée pour le savoir. C'est incroyable, quand quelque chose se passe en Afrique de l'Ouest, on en fait pont et merveille. Quand quelque chose se passe en Afrique centrale, pratiquement ça passe inaperçu. Et c'est une sorte d'injustice qu'on a en tout cas ressentie par rapport à Charles. Merci beaucoup pour son soutien, pour ses conseils. Et puis, je pourrais peut-être lui demander pardon de l'avoir tellement sollicité, de l'avoir
appelé, de l'avoir embêté pour lire un scénario, pour que quand j'allais pas bien, que je suis au fond du trou parce que j'arrive pas à faire un film et qu'il était toujours là pour me dire mais ce film il faut que tu le fasses et qu'il me tendait la main. Voilà, je l'ai fatigué, je lui demande pardon et je lui dis que je lui promets que je recommencerai.